Alors, pour ce tutoriel, on va voir comment euh, travailler avec des objets dynamiques. Je vais aussi faire un rappel sur différentes techniques de retouche et aussi on va parler aussi de détourage, mais ça je pense que c'est de plus en plus maîtrisé. Bon, je vais vous rappeler donc d'utiliser un masque de fusion. Donc on va prendre ces avocats ici et on va les amener dans cette assiette pour remplacer la tartine à l'avocat avec l'œuf. Donc on va effacer cette tartine pour amener l'avocat donc dans l'assiette. Pour y arriver, ici, on va travailler avec la dernière méthode de retouche que je vous ai montrée l'autre jour qui s'appelle remplir avec le contenu pris en compte. Pour réussir à faire ça normalement, comme je vous avais dit l'autre jour, il faut dupliquer le calque intégralement hein, parce que ça ne fonctionne pas pour cette technique-là de retouche qui est par le menu, ne fonctionne pas avec un nouveau calque qui est transparent. Le nouveau calque transparent va bien fonctionner avec les outils de retouche traditionnels qui sont dans les outils ici, là. Mais si on travaille avec le lasso et qu'on fait travailler là, avec la détection du contenu pris en compte là, autour, il faut absolument avoir un calque dupliqué au complet. Par contre, la façon dont on a travaillé l'autre jour, pour cette image précise-là, ne fonctionnera pas bien. Et je vais vous le montrer, puis je vais vous montrer de quelle façon on va faire différemment, en fait, pour réussir à mieux faire fonctionner cet outil-là. Comme je vous rappelle, dans CC 2019, il y a un outil qui est beaucoup plus évolué dans Photoshop par rapport à ça, qui nous permet là, de faire des disons, des retouches avec le contenu pris en compte qui est encore plus précise. Malheureusement, on n'a pas ça pour cette démonstration-là, mais je vais vous montrer donc une façon de contourner le petit problème qu'on va rencontrer. Donc, pour commencer, on va faire exactement comme j'ai fait la dernière fois. Donc, on va dupliquer. On va appeler ce calque retouche. Et donc, c'est là qu'on va prendre notre lasso, le lasso tout court, là, pas le lasso polygonal. Donc, notre outil lasso qu'on va venir tracer notre forme autour pour aller sélectionner tous les éléments qu'on veut enlever. J'y vais rapidement. De toute façon, comme je vous dis, vous allez voir, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir recommencer. Mais je vous le montre. Donc, comme on a fait l'autre jour, on a sélectionné, vous vous rappelez, on avait sélectionné la tête du flamant rose, et puis on avait un feuillage qui était texturé en arrière, qui était un peu abstrait à notre fond, et ben, ça avait bien fonctionné. Donc, on va essayer de reproduire la même stratégie. Si je fais ça, et que je vais dans le menu édition, remplir, et que je choisis contenu, prise en compte, adaptation des couleurs, et que je fais OK, remarquez bien ce qui va se passer. En fait, étant donné la forme qui est arbitraire de notre image, et il ne va pas nécessairement réaliser qu'on travaille avec une assiette. Lui, il va regarder l'image au complet, puis il va aller chercher des bouts de texture un peu partout. Donc, regardez, il y a une grande zone ici où qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher de la texture qui est en arrière-plan. Ça serait bien de pouvoir lui dire, non, s'il te plaît, la texture va la chercher juste au milieu de notre image dans l'assiette. Et ça, c'est une option qu'on peut faire là, dans CC 2019 avec le nouvel outil qu'ils ont ajouté. Mais on va contourner ça. Alors, je vais faire commande Z, je vais désélectionner, commande D, et puis en fait, je vais venir supprimer mon calque de retouche, puis on va recommencer. On va plutôt, au lieu de dupliquer complètement le calque, je vais uniquement dupliquer l'assiette. Puis on va travailler sur un calque où est-ce qu'il n'y aura plus de fond, il va y avoir que l'assiette dans mon calque de retouche. Alors, je vais, dans un premier temps, me tracer donc une ellipse du bon format, je vais venir la placer. On se rappelle qu'on peut aller transformer la sélection, donc attention, pas faire édition, transformation manuelle, parce que ça, si je fais ça, ça prend ma sélection elliptique et ça va transformer les pixels. Je vais plutôt aller dans sélection, le menu sélection, transformer la sélection. Ça me permet donc d'utiliser une transformation qui ressemble à une transformation manuelle, mais uniquement pour transformer manuellement la zone de sélection. Donc là, on va aller lui donner une zone, cette zone qu'on va vouloir avec laquelle on va vouloir travailler. Une fois que ma transformation de ma sélection est bonne, puis je trouve que ça me donne une zone qui a de l'allure, j'appuie sur le crochet. Ici, je clique sur le crochet pour accepter la transformation. J'aurais pu aussi appuyer sur la touche Retour, Enter. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon assiette avec la bonne texture qui est sélectionnée. C'est à partir de ça que je vais faire une version dupliquée de mon calque. Donc, je vais faire commande J. Si j'enlève l'œil sur mon arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec uniquement mon assiette. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir travailler. Quand je vais utiliser mon outil, il va travailler de la bonne façon. Donc, je vais appeler à nouveau ce calque retouche. Voilà.
Je vais retourner prendre mon lasso. Et encore une fois, malheureusement, ça ne va pas bien fonctionner, mais je le fais pareil, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais venir faire ma sélection. Et je vais aller faire édition, remplir, contenu pris en compte, adaptation des couleurs, et je vais faire OK. Donc là, évidemment, il ne va pas travailler avec le fond, il va travailler uniquement avec la texture de l'assiette. Mais, étant donné la forme arbitraire de notre zone dans un cercle parfait, il va aller chercher ces textures n'importe où. Donc, il ne comprend pas nécessairement ce qui se passe. Encore une fois, dans le nouvel outil, dans CC 2019, on peut lui préciser, oh attention, on est dans une zone circulaire, oh attention, tu pourrais utiliser la rotation pour aller chercher des zones qui vont être plus adéquates. Donc oui, l'outil dans CC 2019 est beaucoup plus évolué. On a des options, on a des paramètres qu'on peut rentrer. Mais nous, encore une fois, petite astuce pour contourner tout ça. Donc je vais faire commande Z. Encore une fois, commande D. C'était bien de travailler sur un calque comme ça qui est uniquement avec la texture que je veux lui demander de reconnaître. On va quand même travailler de cette façon-là. Par contre, la sélection de mon élément, je vais la faire avec une sélection circulaire en allant chercher le maximum d'éléments. Je m'assure d'être le plus centré possible. C'est pas si mal, là. Donc, ça répète un tout petit peu mieux, mais j'essaie d'être centré dans mon assiette. Mais vous comprenez, ça va mieux fonctionner parce que là, Photoshop comprend que la zone que je veux masquer, elle est circulaire et il va analyser ce qu'il y a autour et il va comprendre que c'est circulaire. Par contre, la zone qu'on a qui nous permet de travailler, elle est très très mince. Hein? Donc la texture qu'il va aller chercher, ça ne sera pas parfait encore, mais on va essayer d'améliorer tout ça encore une fois quand on va être rendu là. Donc je vais encore une fois faire édition, remplir, contenu pris en compte, je vais faire OK. Et là, cette fois-ci, enfin, ça devrait mieux fonctionner. Ça ne sera pas parfait, il va falloir aller faire quelques retouches malgré tout. Mais on risque d'obtenir quand même de meilleurs résultats. Cette fois-ci, la lumière, elle est beaucoup mieux disposée. On a un dégradé qui convient à notre scène parce qu'il a réalisé, OK, c'est un cercle, puis je suis dans une forme circulaire, donc je vais aller répéter un peu la même texture. Cependant, on a quelques petits problèmes de répétition de texture. On voit comme un pattern se reproduire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut utiliser, par exemple, l'outil tampon, venir se sélectionner. Donc, ici, j'appuie sur ALT pour aller cibler, échantillonner une zone et aller la reproduire un peu plus loin. Je peux plusieurs fois échantillonner. Ça m'aide à éviter justement de ne pas créer des patterns parce que si je n'échantillonne pas à nouveau, ça peut causer ce genre de petits problèmes-là. Donc, j'en enlève un peu, histoire que ce soit un peu moins répétitif là, comme texture, un peu moins parfait, c'est ça l'idée, pour moins donner l'impression qu'on a un petit problème de retouche. Donc, j'enlève, disons, les plus dérangeants. Là. Oups. J'enlève les plus dérangeants pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Une autre chose que je peux faire, c'est une fois, moi je vous conseille de faire quand même quelques retouches pour s'aider. Puis ce qu'on peut faire, c'est refaire à nouveau le contenu pris en compte. Moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est je vais par exemple transformer ma sélection. En appuyant sur ALT majuscule pour que ce soit proportionnel, je vais réduire ma zone, puis refaire l'opération précédente, mais avec une zone plus petite. Donc, je vais aller à nouveau dans Édition, Remplir, Contenu pris en forme, je vais faire OK. Et parfois, ça peut aider là, à améliorer un tout petit peu, de le refaire une deuxième fois. C'est comme s'il reconnaissait à nouveau, ah OK, je vais te remplir à nouveau, mais à partir de d'autres zones. Et puis là, comme on lui a donné une plus grande zone pour travailler, ben, ça aide un tout petit peu. Donc déjà, c'est quand même pas mal mieux. On a quelque chose qui est plus adéquat. On pourrait là, aller avec le tampon, améliorer quelques petites zones si on voulait que ce soit plus parfait. Je vais laisser ça comme ça pour cette démonstration-là et on va aller chercher notre avocat. Donc l'avocat, évidemment, il faudrait utiliser l'outil de sélection adéquat. Je pense que la sélection rapide pourrait bien fonctionner ici avec quelques améliorations. Moi, évidemment, j'ai déjà fait une sélection pour nous éviter de regarder toute cette étape-là dans la démonstration. Donc, j'allais dans sélection, récupérer la sélection,
Je vais choisir ma couche que j'ai appelée précédemment avocat. Donc, je retourne chercher ma sélection et à partir de ça, comme on le sait, je ne fais pas commande J. Ça, c'était une ancienne méthode qui était destructive. Maintenant, on travaille avec le masque de fusion ici, dans le bas de mon panneau calque. J'appuie donc pour avoir mon détourage. Donc, je vais prendre mon calque, je vais l'amener dans mon document de l'assiette. Je vais tout de suite renommer le calque avocat. Et vous voyez donc l'avocat en ce moment est beaucoup trop gros pour l'assiette. Moi, je veux qu'il soit beaucoup plus petit. Et vous savez que si je fais une transformation manuelle à partir de mon calque directement, on l'a vu précédemment, ça détériore les pixels. En fait, ça va me faire perdre des pixels. Il y a des pixels qui n'existeront plus. Donc, pour être non destructif, pour travailler avec les bonnes méthodes et faire en sorte qu'on peut en tout temps conserver les pixels originaux, on va transformer ce calque-là en objet dynamique. Pour y arriver, je vais aller dans le menu Calque, objet dynamique, convertir en objet dynamique. Maintenant, mon calque est en objet dynamique, ça veut dire que vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît dans le bas de la vignette du calque qui m'indique que c'est un objet dynamique. Je vais donc pouvoir transformer maintenant sans aucun problème parce que la transformation que je vais faire va se faire uniquement sur l'objet dynamique, mais à l'intérieur, les pixels vont toujours rester les pixels originaux. Donc, pour faire une transformation manuelle, on se rappelle, commande T. Je vais dans un premier temps réduire en appuyant sur la touche majuscule, Shift, de telle sorte que ça va se faire de façon proportionnelle. Donc, je vais les mettre à une taille intéressante. Donc, admettons que je considère que c'est la taille que je veux. Disons qu'on n'a rien là, qui est un comparable, qui nous permet de comparer là, la taille. Donc, l'assiette peut être plus ou moins grande. Pour moi, ça me convient de cette façon-là. Je vais aussi analyser une chose dans mon image. Vous voyez ici, je vois que j'ai une zone d'ombre dans dans la zone incurvée là, de mon assiette. Et ça signifie donc, et que je vois la lumière de l'autre côté, ça signifie donc que ma lumière vient du haut. En venant du haut, ça fait en sorte qu'on a une ombre de ce côté-ci et qu'on a la lumière qui frappe de l'autre côté. On va faire la même chose, on va analyser la même chose avec notre avocat. Vous voyez ici, ben, on le voit dans le noyau, la lumière vient clairement de ce côté-ci. Et ça fait la même chose hein, que pour l'assiette. Dans le trou laissé par le noyau, ben, j'ai de l'ombre d'un côté et j'ai la lumière qui frappe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une rotation pour réussir à avoir à peu près la même chose au niveau de la lumière. Donc ici, je vois que mon ombre est à peu près dans le bon angle par rapport à mon assiette. Je le place donc de cette façon-là et ça va être bien aussi pour mon noyau. Donc là, je vais accepter. Donc ça, on clique sur le crochet après la transformation manuelle. Je peux simplement appuyer sur la touche Enter pour pouvoir accepter. Donc là, c'est bien, la lumière fonctionne bien. Une chose qui ne fonctionne pas, par contre, c'est qu'on n'a pas d'ombre. Donc, on se rappelle que pour ajouter une ombre portée toute simple, on peut aller dans les styles de calque, dans le bas du panneau calque. Donc, je vais venir me placer une ombre portée. Je vais mettre les paramètres par défaut, par contre, pour que vous puissiez voir ce que vous avez normalement par défaut. Bien, souvent, il va se rappeler de la dernière ombre que vous avez créée. Donc, je vais partir avec les paramètres par défaut pour pouvoir vous le montrer. Dans un premier temps, on va déterminer c'est quoi la position de la lumière. Donc la lumière vient directement du haut. Donc on va aller à peu près le placer comme ça, provenant du haut. On va aussi vouloir augmenter la taille de notre ombre parce qu'en ce moment elle est beaucoup trop petite. Donc je vais augmenter la taille. Je peux augmenter aussi l'opacité hein, parce qu'en ce moment elle n'est pas très opaque. Donc j'augmente la taille. Attention au niveau de la couleur aussi, c'est bien important. Peut-être que la dernière fois que vous avez travaillé avec une ombre qui est rouge. Regardez comment ça donne un petit effet rougeâtre. C'est pas bien. Donc, il faut faire attention puis s'assurer de travailler avec une ombre qui est un petit peu plus adéquate par rapport à la coloration de la scène. Donc, si on a une couleur à avoir, ça serait légèrement jaune, mais à peine. On préfère travailler avec quelque chose qui est assez foncé et un peu désaturé. Donc là, ça fonctionne mieux. Cependant, attention, il n'y a pas juste la taille qu'il faut augmenter, il faut aussi augmenter la distance. On a un angle, on a la lumière qui vient de ce côté-ci, puis on sent qu'elle est quand même assez couchée, cette lumière-là. Donc on va augmenter la distance ici pour réussir à améliorer l'effet de projection d'ombre. Vous voyez ici comment ça commence à avoir de l'allure au niveau de mon ombre.
Je peux aussi grossir. Hein. Grossir, on se rappelle que ça augmente pas la taille, ça grossit l'effet comme si on était plus proche de l'élément, mais c'est pas vraiment nécessaire dans le cas qui nous concerne parce qu'on voit que c'est très, très, très diffus. Regardez les ombres de l'assiette ici. C'est très diffus là, comme effet. Maintenant qu'on a fait tout ça, on pourrait réduire à nouveau par contre l'opacité parce que je pense que c'est un petit peu trop fort. Et puis là, on commence à avoir quelque chose qui est plus intéressant visuellement. Donc, je vais faire OK. Et donc là, c'est bien. Une autre chose, on peut, une fois que mon objet dynamique est créé, je peux aller faire des modifications sur mon élément. On se rappelle, vous vous rappelez de la vidéo avec l'illustration qui était en exemple, c'était un beigne et on allait modifier le beigne à l'intérieur pour que ça se modifie dans le document. Donc, je vais vous montrer comment on modifie un objet dynamique. On peut passer par calque, objet dynamique, modifier le contenu, mais c'est un peu long pour rien, parce qu'on peut simplement double-cliquer sur la vignette d'un objet dynamique et ça nous permet d'ouvrir notre objet dynamique. Et remarquez, il s'appelle avocat.psb, pardon. Donc, PSB, ça représente le fait que c'est un fichier, mais c'est un fichier qui est en objet dynamique dans mon document. Comme on se rappelle, il est en lien là, direct, il est dans mon document ici de travail. Et il s'appelle avocat parce que j'ai nommé mon calque avocat. Donc, c'est carrément un fichier de calque. Donc, il va toujours rester donc, en lien. Ce qu'on peut faire, je vais faire quelque chose de rapidement, de très rapide. Je vais ajouter un nouveau calque, puis je vais venir mettre de la couleur. Et là, ce qu'on fait, c'est fichier enregistré. J'enregistre donc mon objet dynamique. Si je le ferme et que je retourne, vous voyez, donc, il s'est mis à jour. Et maintenant, sur mon calque avocat, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître la nouvelle chose que je viens de dessiner là, dans mon objet dynamique. Si je retourne à nouveau en double-cliquant, je peux voir ici là, la modification que j'ai apportée. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais il faut faire attention c'est le même principe que dans un document PSD normal. On ne va pas travailler sur les pixels, hein, on va travailler sur des calques au-dessus si on a des choses à faire. Donc là, par exemple, je peux en tout temps simplement venir enlever l'élément que j'ai ajouté. Ce que je veux faire dans ce cas-ci, par exemple, aller faire des petites retouches, ça pourrait être intéressant si je veux comme améliorer là, certaines zones. Donc pour y arriver, je vais utiliser une retouche à l'outil avec l'outil correcteur localisé. On se rappelle qu'avec celui-là, je peux tout simplement travailler avec un nouveau calque vide au-dessus. Je vais l'appeler retouche. Je vais zoomer sur l'élément que je veux aller modifier. Je m'assure d'échantillonner tous les calques parce que là, je travaille avec un calque qui est vide. Donc, je veux qu'on travaille avec toute l'image qui est en dessous. Donc, j'ai mon correcteur localisé. Puis là, je peux, par exemple, si je veux le faire, enlever des imperfections. Disons que ce n'est pas nécessairement utile, mais ça va nous permettre de voir là, qu'on peut le faire et que c'est non destructif, en fait, de travailler de cette façon-là, en plus, parce que là, je travaille carrément sur mon avocat original. Je travaille sur mon avocat original, donc sa taille, elle est préservée. On n'a pas perdu de pixels, puis pourtant, on l'a diminué dans notre document de montage. Là, vous voyez, donc, de la même façon qu'on a fait les retouches l'autre jour, j'ai mes retouches qui sont toutes seules sur un calque. J'ai la version sans retouche, la version retouchée, c'est j'enlève ou j'ajoute l'œil. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux tout simplement fermer ma fenêtre. Si je ferme, on me dit « Hey, tu as fait des modifications, veux-tu l'enregistrer? » Donc là, je vais enregistrer mon objet dynamique. Je vais enregistrer et tout simplement, quand je vais retourner dans mon document, vous voyez ici, les petites retouches qu'on a faites, elles sont apparentes maintenant dans l'image. Et évidemment, notre espèce de tracé rose n'est plus là non plus. Donc, en tout temps, on double-clique, on peut venir apporter des modifications, on va refermer en enregistrant et automatiquement, ça va se mettre à jour. Donc, c'est assez intéressant. Et comme je le disais, je le répète, c'est pas un fichier qui est en dehors de votre fichier, il est imbriqué. C'est carrément donc un fichier dans un fichier, il va toujours rester dans votre PSD. Également, important à savoir, si par exemple, je veux mettre un filtre sur mon objet dynamique, je vais aller par exemple dans Filtre. Tiens, je vais mettre un filtre renforcement accentuation. Qu'est-ce que c'est ce renforcement accentuation? C'est pas mal l'inverse du flou gaussien, je vous dirais. C'est si on a une image qu'on veut augmenter, là, sur laquelle on voudrait augmenter la netteté. Donc, je peux ici, vous voyez, d'un coup, là, c'est un peu intense, 500, vous voyez, ça a beaucoup trop augmenté la netteté, mais vous voyez un peu ce que ça peut me permettre de faire. Au lieu d'avoir un effet un peu trop flou, hein, je vais pouvoir réussir à obtenir un peu plus de netteté, donc peut-être en y allant avec 100 ou 125.
Le rayon, bon, ça c'est la largeur des lignes, des tracés qu'on va vouloir mettre plus net. Et le seuil, bien, ça ajoute ou ça enlève du flou sur ces espèces de rayons qu'on va mettre. Donc, si on y va avec 125% avec un 2 pixels de rayon, déjà, c'est un petit peu plus efficace là, que ce qu'on avait. Donc, si je fais OK, qu'est-ce qui se passe ici? Étant donné que c'est un objet dynamique, ben, il ne s'applique pas sur les pixels originaux. Il va simplement créer un aperçu parfait en fait, sur mon objet dynamique. Puis en tout temps, vous voyez ici, filtre, dynamique, accentuation. Si j'enlève l'œil, je retourne à mon original. Donc, si jamais en cours de route, je suis insatisfait de ce que j'ai fait au niveau de mon filtre dynamique, je peux carrément l'enlever. Je n'ai pas brisé mes pixels, j'ai toujours mes pixels originaux. Fait, puis, oui, je peux également le remodifier. Donc, si je double-clique sur accentuation, je retrouve tous mes paramètres ici. Fait que je peux venir dire, ah, c'était peut-être un peu trop 125, je vais plutôt le réduire à 99, 100. Je vais faire OK. Puis, ben, maintenant, mon accentuation, elle est moins forte. Donc, en tout temps, je vais pouvoir aller la modifier. C'est ça aussi un des gros avantages là, de travailler avec un objet dynamique, c'est que c'est beaucoup plus facile à manipuler en cours de route quand on fait ce travail.